premier ministre Mark Carney est de retour à Ottawa après une nouvelle semaine de déplacements internationaux, une tournée qui l'a vu renforcer les liens du Canada dans la région Indo-Pacifique, notamment en Inde, en Australie et au Japon. Au Japon, M. Carney et son homologue japonais ont signé un nouveau partenariat stratégique global axé sur la défense, l'énergie et la technologie. Mais la visite de M. Carney au Japon a été quelque peu éclipsée, non seulement par la guerre en cours au Moyen-Orient, mais aussi par les visites plus médiatisées en Inde et en Australie. Pourtant, un ancien envoyé canadien au Japon estime que le développement de la relation commerciale avec ce pays du G7 devrait figurer parmi les priorités les plus importantes du Canada. Ian Burney a été ambassadeur du Canada au Japon de 2016 à 2021. Monsieur Burney, bonsoir et merci d'être avec nous. Un plaisir. Merci beaucoup. Alors, pourquoi, selon vous, est-ce que le Japon est si important pour le commerce canadien en ce moment? Mais il y a plusieurs raisons. C'est un pays très grand, avec une population de 120 millions. C'est une économie de 6 000 milliards. C'est une économie qui est très puissante dans plusieurs domaines de technologie. Mais la chose la plus importante, c'est que nos économies sont complètement complémentaires. Et il y a un alignement presque parfait entre notre désir de diversifier nos exportations pour diminuer notre dépendance sur les États-Unis pour les résidents évidents, pour les raisons évidentes, et le but du Japon d'améliorer leur sécurité économique par diversifier leurs sources d'importation pour les choses dans lesquelles le Canada est très puissant, comme l'énergie, les produits agroalimentaires, les minéraux critiques, etc. Alors, comme j'ai dit, c'est un aliment parfait. Et pour les exportations du Canada, nous sommes évidemment un pays fiable, stable, et la distance en termes de livraison, c'est juste 9 ou 10 jours de notre côté de l'Ouest. Ça traverse par les eaux qui ne sont pas contestées. Par contre, les autres importations du Japon viennent de Moyen-Orient, à peu près à 95% de leur huile, par exemple, par le golfe Persique et le détroit d'Ormuz, ou par la mer de Chine orientale, la mer de Chine péridionale, où il y a plusieurs différents territoires et autres sources de tension. Alors, c'est important pour le Japon d'avoir plus d'importations du Canada et c'est très important pour nous de diminuer notre dépendance sur les États-Unis. Justement, en parlant des États-Unis, on le sait, le Japon investit déjà massivement dans le secteur automobile au Canada. 70% des voitures fabriquées au Canada sont produites par des entreprises japonaises. Mais dans une entrevue accordée à Vassy Kapelos de CTV, l'ambassadeur du Japon au Canada a souligné que l'accès continu au marché américain via l'ASEUM est essentiel pour le Japon, non seulement pour les investissements futurs, mais aussi pour la production actuelle. Vous, comment est-ce que vous interprétez ces commentaires de la part de l'ambassadeur du Japon? Mais c'est vrai que c'est l'accès au marché américain qui est une des raisons les plus importantes pour lesquelles les entreprises japonaises ont pris la décision d'investir dans le marché canadien. Alors pour nous, l'accord qu'on a avec les Américains, le Mexique, CUSMA ou USMCA est extrêmement important. C'est important pour nos entreprises et c'est également important pour les entreprises d'autres pays qui ont investi au Canada. Alors, c'est pour ça. À quel point est-ce que c'est préoccupant, alors, ces propos de l'ambassadeur japonais? Parce que surtout quand on sait que l'administration Trump a clairement indiqué qu'elle ne s'intéresse pas aux voitures canadiennes. En janvier, Trump déclarait « Nous n'avons pas besoin de voitures fabriquées au Canada ni au Mexique, nous voulons les fabriquer ici ». Je sais que c'est difficile, évidemment, de prévenir l'avenir, surtout avec l'administration Trump, mais quelles sont vos attentes, alors, pour l'industrie automobile canadienne dans ce contexte? Mais il faut dire que la perspective des entreprises japonaises est d'habitude pour le long terme. Alors, ils sont très fiables et je ne pense pas qu'ils vont quitter le marché bientôt. C'est impossible de prévoir qu'est-ce qui va se passer avec les négociations avec les Américains, comme vous avez dit, mais c'est important de noter que l'accord de libre-échange va continuer jusqu'à 2036. C'est vrai qu'il y a un processus d'examination qui va se passer cette année,
Mais même s'il n'y a pas une décision renouveler l'accord pour une autre saison, cet accord va continuer jusqu'à le point qu'un pays ou un autre décide de terminer l'accord. C'est pas clair à moi que c'est une décision que même le président Trump va prendre. Et c'est pas clair qu'il a le pouvoir de faire ça sans l'approbation du Congrès non plus. Alors, je suis pas mal encouragé, particulièrement parce que c'est dans l'intérêt des entreprises américaines de garder le statut de libre-échange qu'on a. Et je pense que quand le processus évolue, je pense qu'on va entendre plus de côté des entreprises américaines demandant à l'administration à Washington de garder l'accord comme tel est. D'accord. J'ai mentionné que le premier ministre Carney et son homologue japonais ont signé un partenariat axé sur la défense, l'énergie et la technologie. En matière de défense, plus particulièrement, quels seraient les bénéfices concrets pour le Canada à approfondir ses liens avec le Japon? De quoi est-ce que ça aurait l'air? C'est un domaine très important dans nos partenariats. Nous avons participé depuis plusieurs ans dans un exercice qui s'appelle Opération Néant pour renforcer les sanctions mondiales contre la Corée du Nord. C'est très important pour nous de mettre la pression sur la Corée du Nord dans le but de diminuer leur capacité de progrès avec leur programme nucléaire. Et c'est important pour le Japon. Alors, c'est une des manières concrètes où nous sommes capables de coopérer avec le Japon dans une manière qui touche une des priorités de ce pays. Alors, les deux pays ont décidé récemment d'augmenter, dans une manière très importante, d'augmenter nos capacités dans le domaine de défense. Et nous avons beaucoup d'intérêt dans l'Indo-Pacifique. Le Japon doit être, selon moi, notre partenaire le plus important dans l'Indo-Pacifique pour avancer nos intérêts dans le domaine de sécurité et défense. Et très rapidement, il nous reste seulement à peu près 25 secondes à peu près, mais à quoi ressemblerait un commerce et une collaboration plus accrue entre le Canada et le Japon dans le domaine de l'énergie? Où se trouvent les opportunités de croissance? Dans le secteur de l'énergie. Minéraux critiques seulement? De l'énergie. De l'énergie, j'espère qu'on va voir la décision de LNG Canada de procéder avec une deuxième phase. C'est l'entreprise japonaise Mitsubishi qui a un intérêt de 15% de son projet. Alors, je pense qu'on peut voir l'augmentation de nos exportations dans le domaine du gaz naturel liquéfié. On a déjà eu beaucoup de succès dans le secteur du gaz de pétrole liquéfié au Japon, avec un projet de Prince Rupert mené par AltaGas. Et je pense qu'il y a le potentiel d'une expansion dans ce domaine aussi. Et aussi dans plusieurs domaines en ce qui concerne l'énergie propre. Alors, selon moi, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne peut pas avoir un niveau de commerce qui est double le niveau qu'on a présentement, au moins. Ian Birney, ancien ambassadeur du Canada au Japon, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Plaisir.